Permettez-moi, au nom du directeur général de l'École de maintien de la paix, de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans la salle de conférence internationale de l'École de maintien de la paix à l'occasion de la Journée internationale de la femme, 8 mars. Messieurs les directeurs de l'École de maintien de la paix à Lundouangbé de Bamako, Mesdames et Messieurs les expertes et experts panélistes de cette journée, Mesdames et Messieurs les cadres de l'École de maintien de la paix à Lundouangbé de Bamako, Mesdames et Messieurs les stagiaires de la direction de l'instruction, les auditrices et auditeurs du CARES, les participantes et participants, chers alumni de l'École de maintien de la paix, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, toute procédure protocolaire respectée. Bonjour. Je souhaite au nom de l'ensemble de mes collaborateurs la bienvenue dans cette école, qui est dorénavant votre école, parce que je crois que l'assistance est constituée d'alumni, de stagiaires et d'auditeurs et d'auditrices. Cette école qui est notre centre d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des femmes. C'est une des journées les plus importantes dans l'agenda national et international où nous honorons les réalisations, les contributions et la force des femmes à travers le monde entier. C'est un moment où nous reconnaissons les progrès réalisés en matière de parité hommes-femmes et d'égalité des sexes dans l'accomplissement des tâches professionnelles. C'est aussi un moment où nous nous rappelons les défis persistants et l'importance de continuer à lutter pour un avenir plus égalitaire entre hommes et femmes. Le thème retenu cette année au niveau international, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, cadre parfaitement avec les objectifs de notre institution. En effet, l'École de maintien de la paix contribue à son échelle et de manière symbolique à fournir des outils au renforcement professionnel, au développement social et à l'autonomisation des femmes à travers des sessions de renforcement des capacités pertinentes. Cela s'est notamment traduit par la formation de plus de 1650 femmes en 2023. Les dames, vous pouvez vous applaudir. Dans des domaines tels que les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le genre, la coopération civilo-militaire, le montage et la recherche de financement de projets de développement, pour ne citer que cela. Aussi, le nouveau cadre stratégique de notre école, le cadre stratégique 2024-2028, et son plan de mise en œuvre sur 5 ans, adopté en décembre dernier lors de la 30e session du conseil d'administration de notre centre d'excellence, réserve la part belle à la participation féminine à l'ensemble des activités de l'école. Le taux de participation des femmes à nos différentes activités devra passer de 30% à 40% à l'horizon 2028. C'est pourquoi nous sentons totalement en phase avec le thème retenu au niveau national, la représentativité des femmes dans la vie politique et publique, défis, enjeux et perspectives, que nous vous convions à prendre part à cette journée de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette journée vise à rappeler que nous devons continuer à sensibiliser, mobiliser et lutter pour les droits des femmes, car ces droits sont partie prenante des droits humains. C'est un appel à l'action pour que chacun d'entre nous s'engage à construire un monde où les femmes et les filles sont libres de réaliser leur plein potentiel, sans être limitées par les barrières de genre ou les stéréotypes sociaux. C'est pour cette raison que ce panel s'est fixé comme objectif d'examiner les défis et opportunités liés aux mécanismes d'investissement dans l'autonomisation et l'accès des femmes aux espaces de prise de décision publiques au Mali. Je suis convaincu que de nos échanges jailliront des idées nouvelles et de nouvelles pistes qui permettront à la femme malienne d'occuper toute sa place dans la construction d'un État fort et stable. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer en disant que la Journée internationale de la femme, ou encore Journée internationale des droits des femmes, n'est pas seulement une journée pour reconnaître les problèmes auxquels les femmes du monde entier sont confrontées, c'est aussi une journée pour célébrer
la réussite des femmes, mais également leur contribution. Les femmes sont des leaders politiques et sociaux. Vous êtes également des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs et bien encore. Vos réalisations enrichissent nos vies et façonnent notre avenir. Vous représentez plus de la moitié de l'humanité et nous devons de croire en vous et d'investir en vous. Selon Léon Tolstoï, vous tenez entre vos mains le salut du monde. Stendhal rajoute à cela en disant que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Sur ce, je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée du 8 mars et plein succès aux travaux. Vive les femmes du monde entier, pour que vive la paix en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre attention soutenue. D'accord. Bonjour tout le monde et bon retour en salle pour le démarrage du panel d'experts sur les thèmes suivants: investir en faveur des femmes, accélérer le rythme et représentativité des femmes à la vie politique et publique, défis, enjeux et perspectives. Donc, nous allons 4 panélistes et un modérateur que je vais présenter. Après, le modérateur prendra le soin d'introduire ces 4 panélistes. Les modérateurs ici présents est le directeur du CARES, le colonel Birama Afoli. Birama Afoli est un médecin qualifié ayant obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université de Bamako. Il est titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'Institut régional de santé publique au Bénin, ainsi que d'une maîtrise en santé communautaire de l'Université Laval au Québec. Dr Lee a également obtenu un doctorat en santé des populations à l'Université d'Ottawa au Canada. Il a accompli ses études après post-doctorales à l'Université Laval et occupe désormais un poste d'enseignant et de chercheur, maître assistant du CAMES à l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Il est actuellement le directeur du Centre d'analyse de l'espace sahélo-saharien de l'EMP, les CARES, qui s'occupe de la recherche scientifique et de la formation universitaire. Le docteur Birama Afoli, sous vos ovations, s'il vous plaît. Vous avez la parole, docteur Lee. Merci, Madame Kourman, et merci à tous d'être venus accompagner l'école de maintien de la paix dans l'organisation de cette cérémonie qui est essentiellement consacrée à ce panel qui porte sur la représentativité des femmes dans la vie publique et politique. Vous savez, on n'a pas besoin de faire l'historique de cette journée, mais je vais juste rappeler un peu parce qu'on peut oublier. C'est une journée consacrée aux droits des femmes. La journée du 8 mars est consacrée depuis 1977 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, du coup, ça fait partie des 87 journées célébrées à travers le monde et qui sont consacrées par l'Organisation des Nations Unies. Donc, on voit chaque année des manifestations, des mouvements de toutes sortes pour vraiment faire le bilan de la situation des femmes et faire des revendications vraiment ajustées et adaptées. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, cette année, c'est la représentativité des femmes qui pose problème dans la vie publique et dans la vie comment dire, politique. Donc, nous avons dans ce panel 4 panélistes que je vais essayer d'introduire tour à tour. Nous avons, je vais terminer par le colonel, ou je commence par le colonel au bout, le colonel Atayer, qui est docteur. On commence par une femme, d'accord. C'est très simple. On commence par Madame Karina, hein, qui est spécialiste de l'état des droits et elle est consultante indépendante et directrice générale du cabinet L'expertise SAS. Elle apporte depuis plus de 10 ans, elle a plus de 10 ans d'expérience
dans les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, notamment dans les domaines des droits de l'homme et de la protection du genre, de la communication stratégique, de la lutte contre l'impunité, de l'état de droit et de la justice transitionnelle. Alors, Karina a un parcours diversifié dans le domaine de la formation, de la gestion des projets et programmes et des réformes en lien avec le renforcement de l'état de droit. Comme j'ai eu les consignes fermes d'aller avec les femmes, je cherche l'honorable Djenebou Diarra qui n'est pas là, mais qui pourra nous rejoindre à tout moment. Elle est membre du Conseil national de transition, CNT, du Mali depuis février 2021. Honorable Djenebou Diarra est à ce jour la présidente du Rassemblement démocratique des patriotes pour le progrès depuis sa création le 28 octobre 2021, date de l'obtention du récépissé du parti politique. L'honorable est économiste, ingénieur en marketing, qui a obtenu son baccalauréat en 1992. Alors, Monsieur Paterne Aimé Petit P, qui n'est pas présenté dans cette école, peut-être pour les auditeurs et les stagiaires qui sont là. Alors, il est actuellement le directeur du programme Justice et Stabilité au Sahel, un programme de Mercy Corps mis en œuvre au Mali et au Niger dont le but est de renforcer la stabilité au Sahel à travers l'amélioration de l'accès équitable et inclusif en matière de terre, de gouvernance, des ressources naturelles et de justice. Avant ses fonctions, Paterne a servi à l'école de maintien de la paix de 2016 à 2023, successivement comme instructeur permanent, chef de la composante civile et chef de la composante programme et projet d'intervention au Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien, CARES. Entre 2013 et 2016, il a occupé les fonctions d'administrateur de la formation au sein de la mission de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire. Alors, le colonel Attaher est docteur en sciences politiques, auteur et chercheur spécialisé sur les questions africaines de sécurité et de défense. Le colonel est aussi diplômé de l'école de guerre d'Allemagne. Actuellement, il est le directeur adjoint du Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien. Donc voilà les experts aujourd'hui qui vont nous édifier sur la question des femmes durant cette journée. Alors, je fais comme on m'a demandé, je donne l'honneur aux femmes encore en donnant la parole aux femmes ou bien... Non, il y a... Le modérateur est souverain. Le modérateur est souverain. Donc, Karina, vous avez la parole. On change? Ah, c'est la même thématique. Qui commence? C'est vous qui commencez? Ok, allez-y. Qui? Paterne, vous commencez? Ok, donc Paterne va commencer. Merci beaucoup, mon colonel. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Et c'est un réel plaisir pour moi et un honneur de me retrouver ici, surtout aux côtés du colonel Birama Afoli, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler pendant environ 2 ans au CARES. C'est un plaisir de retrouver tous les visages familiers de l'école de maintien de la paix et aussi et surtout d'avoir une autre opportunité de parler de la question de la promotion de la femme, aussi bien en termes de perspectives économiques, sociales que politiques. Le docteur Lee l'a dit dans son mot de présentation, je dirige actuellement un programme qui s'appelle Justice et Stabilité au Sahel pour le compte de l'ONG Mercy Corps. Et dans le cadre de ce programme, la place de la promotion de la femme, notamment en termes d'accès aux ressources
est un pilier important. J'ai aussi eu l'opportunité il y a quelques mois, notamment sous la supervision du docteur Lee, de conduire une étude sur la participation des femmes au processus de médiation au Mali. Et de mes différentes implications sur la question de la participation des femmes, j'aimerais commencer par souligner que le Mali est une formidable terre d'opportunités en termes de progrès et d'avancement de la place de la femme. Pourquoi je le dis? D'abord, sur la base de l'architecture institutionnelle et juridique qui est en place au Mali. On voit bien que le Mali est doté d'un immense arsenal qui promeut, qui protège, qui renforce et qui demande à tous les acteurs de promouvoir la place de la femme à tous les niveaux, dans tous les aspects, dans tous les secteurs. Donc, je voudrais dire un mot en termes de perspective et de dire effectivement perspective traduit en action la volonté. Perspective, regarder où on glisse et pas où on tombe. Où on glisse, c'est déjà depuis la base. Comment nous traitons la jeune fille et le jeune garçon. Dans le cadre du programme que je dirige, il nous revient beaucoup de narratifs sur des éléments parfois très simples. Par exemple, l'accès à un acte de naissance. Et clairement, on voit que dans certaines contrées, on privilégie de donner un acte de naissance à un enfant mâle plutôt qu'à la jeune fille, en se disant, éventuellement, c'est lui qui doit faire de longues études, c'est lui qui a besoin de ce document pour la suite de sa carrière. Alors que pour la jeune fille, on veut la préparer à être bonne femme au ménage, donc cela n'est pas si important. C'est une illustration pour dire qu'il faut regarder depuis la base et déjà dans le cadre familial, voir comment nous traitons la jeune fille et le jeune garçon. Est-ce que nous les traitons vraiment de façon égale? Est-ce que nous avons le réflexe de socialiser le jeune garçon de la façon appropriée pour qu'il traite de façon égale la jeune fille? Perspective aussi en termes de traduction en action concrète, ce sont nos normes. Ce sont nos normes sociales. Et là, l'image qui me vient souvent à l'esprit, c'est celle du beurre et de l'argent du beurre. En même temps, sur nos engagements, sur nos déclarations, nous voulons une meilleure place pour les femmes. En même temps, lorsqu'il s'agit de faire bouger légèrement les normes sociales, nous nous disons non, ce sont nos valeurs, c'est notre culture, on a toujours vécu ainsi et on ne peut pas changer cela. C'est comme ça que la société est faite. Au final, il faut bien qu'on se dise, soit on veut le beurre, soit on veut l'argent du beurre. Donc, si nous voulons que la place de la femme s'améliore et qu'il y ait une véritable participation, implication des femmes, il faut prendre le pari de dire, changeons légèrement les normes sociales. Allons-y éventuellement avec un peu de prudence, mais allons-y quand même pour que ça change quelque chose au final. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est au sujet de aussi traduire en volonté à travers les outils. Quand bien même les femmes sont parfois présentes, on se rend compte, parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin de travail à la base, on se rend compte qu'il y a des difficultés additionnelles à ce qu'elles puissent influencer complètement. Certains, par exemple, ont indiqué que les femmes étaient parfois impliquées simplement pour le besoin d'habillage, for the sake of show, et pas
véritablement pour les contributions qu'elles peuvent apporter et pour la perspective différente qu'elles peuvent apporter. Et souvent, être là finalement pour parler de la cause de la femme et pas pour regarder les choses de façon générale. J'illustre ceci dans le cadre des processus de paix où on pense parfois que les femmes devraient seulement venir pour parler de ce qui concerne les femmes. Et pourquoi donc? Pourquoi elles ne viendraient pas parler de toutes les questions? Et pourquoi on ne devrait pas s'assurer qu'elles ont les outils pour pouvoir parler de toutes les questions? Et fort heureusement, je suis sur cette note positive. Fort heureusement, on a vu par exemple dans le cadre du CSA, où les femmes ont été finalement représentées après pratiquement 5 ans d'exclusion, on a vu qu'elles ont amené le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Elles ont amené le comité à regarder d'autres questions, à dire par exemple, il faut des sessions plus longues pour discuter plus en profondeur de toutes les questions qui sont sur l'agenda du comité. Et on aurait souhaité qu'elles y soient plus tôt, plus nombreuses, pour pouvoir apporter ce genre de conclusion. Donc, pour finir, je pense que décidons-nous si nous voulons le beurre ou l'argent du beurre et allons-y franchement. Je vous remercie. Merci, Paterne, pour ce rappel que je ne vais pas répéter. En tout cas, il y a des choses de fait par rapport à la représentativité des femmes et il y a encore des choses à faire, des décisions à prendre. Et je pense que Paterne vient de bien nous les rappeler. Sur ce, on va donner la parole au colonel docteur Atayer pour sa présentation. 15 minutes, hein? 15 minutes, pas plus. Merci beaucoup, mon colonel, docteur Lee. Bonjour tout le monde. Alors, il m'a été demandé effectivement d'intervenir sur la question à savoir comment mettre fin à la vulnérabilité économique des femmes et aussi, surtout, comment mettre en place un financement qui tient compte du genre. On va parler surtout du genre sensible. Alors, à ce niveau, il faut relever que pour mettre fin à la vulnérabilité économique des femmes, nous pensons qu'il faut beaucoup plus agir sur 3 leviers. 3 leviers, à savoir un levier politique, économique et social. Et ces 3 leviers-là, nous allons les décliner en 9 points très simples. Et nous estimons que ces 9 points, s'ils sont pris en compte par la société, par les décideurs, par le patronat, cela peut beaucoup changer la vie des femmes, cela peut beaucoup améliorer la vie des femmes et surtout diminuer considérablement la vulnérabilité. Et le premier point, il s'agit de l'éducation et de la formation professionnelle. L'éducation d'une façon générale. Quelqu'un disait, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous sommes dans une société où nous savons que l'enfance, les enfants, à bas âge, l'éducation repose essentiellement sur la femme. Et une femme qui a une belle éducation, qui a été à l'école, peut mieux s'occuper des enfants pour leur donner un avenir meilleur. Et cela se construit depuis le bas âge de l'enfance. Aussi, le deuxième volet de cela, c'est la formation professionnelle. Dans notre société actuelle, une femme qui a une certaine technicité peut mieux s'adapter dans la vie, gagner sa vie beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi il est important d'aider la femme à être éduquée, mais aussi à continuer, n'est-ce pas, à avoir des diplômes sur le plan professionnel, des formations professionnelles qui peuvent les aider, n'est-ce pas, à sortir de la précarité. Le deuxième point, il s'agit de l'égalité des salaires et la promotion des opportunités professionnelles. Souvent, dans cette journée de 8 mars, les gens ont trop parlé d'égalité. Moi, c'est un mot qui ne me plaît pas. Moi, j'aurais toujours préféré parler de équité à la place d'égalité. La femme et l'homme ne sont jamais égales. Mais dans une société, on peut promouvoir l'équité. À diplôme égal, à poste égal, ils doivent avoir le même salaire. Si Karina et moi nous faisons les mêmes tâches, il n'y a pas de raison que je sois beaucoup plus payé qu'elle. C'est là normal. Donc, on doit beaucoup plus mettre en avant l'équité dans notre quotidien de tous les jours. Le troisième point, c'est donner une opportunité
au niveau de l'administration, au niveau des différents services. Une opportunité très simple que je veux dire. Par exemple, la mise en place des services de garde des enfants. Nous savons que dans notre société, une dame qui vient d'être maman, souvent a des difficultés par rapport à la gestion de l'enfant. C'est pas tout le monde qui peut avoir des nounous, qui peut s'occuper de l'enfant à temps plein. Tu es obligé d'aller travailler. Est-ce que tu peux quitter de chez toi pour retourner à la maison, aller donner du lait au bébé et puis revenir? Surtout, vous savez, les médecins recommandent quand même l'allaitement jusqu'à 6 mois. Alors, il faut concilier tout cela. Voilà pourquoi il est important de trouver des garderies au niveau des services qui peuvent s'occuper de cela. Et je pense que cela doit rentrer aussi surtout dans la politique de l'EMP. Ouais, c'est une recommandation. En quatrième point, je veux parler de l'accès au crédit aux services financiers. Dans nos sociétés, je prends le cas du système bancaire. Aujourd'hui, quand on va chercher un prêt, à partir de certains montants, on va vous demander des cautions. Les cautions, le plus souvent, ici, c'est le foncier. Nous savons que les femmes, le plus souvent, d'une façon traditionnelle, n'ont pas droit au foncier. Parce que même dans l'héritage, ça pose problème. Donc, c'est des opportunités qu'il faut étaler aux femmes pour que les femmes puissent bénéficier et mettre en place des politiques, même si ça serait de la discrimination positive à l'endroit des femmes, pour qu'elles puissent accéder à ces crédits-là au niveau des banques. Mon cinquième point va être la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il faudrait que nous ayons des politiques qui peuvent accompagner les femmes, les former dans tout ce que sur le plan managérial, à pouvoir être des leaders des entreprises, parce que ne nous y trompons pas, hein. Dans notre société, d'une façon générale, les femmes ont toujours été des entrepreneurs, mais peut-être à un certain niveau beaucoup plus bas. Je donne deux exemples dans deux sociétés. Sur le plan technologique, prenons chez les bozos. En milieu traditionnel, quand les bozos, naturellement, c'est des pêcheurs, ils reviennent de la pêche, le produit de la pêche est confié à la femme. C'est la femme qui va les vendre. Et le fruit, l'argent que donne, c'est la femme qui gère, pour gérer la famille. Donc la notion, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat est déjà là. C'est valable chez les peuls. Quand on traite les bœufs, le lait, qui vend le lait, c'est la dame. C'est la dame qui gère la famille. Et ça, on peut le dupliquer, leur donner quelques outils managériels pour qu'elles puissent monter également des entreprises à un niveau beaucoup plus élevé et être prospères au niveau de la société. Aussi, mon sixième point, la lutte contre la discrimination et les stéréotypes du genre. C'est important. Mais souvent, on veut lutter nous-mêmes contre les stéréotypes, la discrimination, mais on en crée même d'autres qui n'existaient même pas. Un exemple très concret, quand je regarde souvent, moi, je m'amuse avec mes enfants. Quand je vais les payer un jouet ou un habit, souvent je propose un truc rose à mon garçon. Non, 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 papa, je ne veux pas ça. Rose, c'est pour les dames. Déjà, dans notre tête, nous-mêmes, on crée des stéréotypes. Rose, rouge, c'est pour les dames. Bleu, c'est pour les messieurs, ainsi de suite. En voulant soi-même enlever les barrières, les discriminations, on va en créer d'autres. Parce qu'on veut puiser dans d'autres civilisations qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut tenir compte de cela. Et là, la protection sociale et l'accès aux soins de santé, il faut en tenir compte. C'est très important aujourd'hui. Je disais tantôt, pour moi, la femme, ce n'est pas l'égal de l'homme. Les femmes sont fragiles. Il faut en prendre soin. Il faut les mettre dans les conditions nécessaires, n'est-ce pas, pour mettre les services de santé et social à leur portée. Mon avant-dernier point, c'est le renforcement politique et la conciliation de travail et la famille. Tout de suite, Pattern a eu à parler de la représentativité politique, de toutes les mesures qu'on a eu à prendre, mais on peut aller beaucoup plus. Au niveau du travail, un exemple très concret, il s'agit de l'aménagement des horaires de travail. Dans nos sociétés, souvent, le matin, c'est la dame qui s'occupe des enfants, les préparer pour l'école, ainsi de suite. Alors, pourquoi les dames ne peuvent pas venir au boulot à partir de 9 heures, peut-être partir un peu plus tard, de 1 heure? C'est bien possible. On peut aménager les heures de travail en fonction de nos braves dames. Et mon dernier point, c'est la mise en place des financements qui tiennent compte du genre. Et à ce niveau-là, il faut tenir compte du genre sensible. Les financements qu'on donne à travers les ONG, à travers nos partenaires, les bailleurs, souvent les femmes n'ont pas, n'est-ce pas, les mêmes besoins que les hommes. Et cela nécessite, n'est-ce pas, d'approfondir une étude à ce niveau-là pour déterminer les besoins du genre sensible et les prendre en compte dans tout ce qui est financement qu'on met à la disposition.
Voilà un peu les quelques points que je voudrais aborder. Nous allons en revenir en détail dans les questions. Merci. Merci, mon colonel. Je rappelle que le colonel Maïga est le plus commando des scientifiques et le plus scientifique des commandos. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir, un profil très atypique et qui a fait que l'EMP n'a pas hésité tout de suite à le débaucher là où on l'a débauché. Je ne veux pas dire de nom. Donc, voilà un peu. En tout cas, merci pour les rappels, mon colonel. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes assortis de recommandations et c'est ce qui est vraiment demandé. Et cela nous amène à nous poser la question de la justesse de nos combats, des combats menés par les femmes elles-mêmes. Donc, parce que si on ne pose pas les bonnes questions, on ne mène pas les bons combats, on ne résolvera aucun problème. Donc, sur ce, on va donner la parole à l'honorable Geneva Jara. Geneva Jara, OK. Merci. Le thème, c'est la représentativité des femmes à la vie politique et publique, défis, enjeux et perspectives. Je voulais juste poser une question. Si quelqu'un peut me définir juste brièvement la politique. Personne ne veut tenter? Bon, ok, allez-y. Bonjour, madame. Oui. Bonjour à tous. Pour moi, la politique, c'est l'art de gérer la communauté. Simplement. Merci. Oui. Donc, ok, d'accord. Donc, vous avez tous les deux raison. Bon, je vais aller un peu plus vite pour... il me reste 12 minutes. D'accord. Donc là, la définition que j'ai eue, dans un sens plus large, la politique désigne ce qui est relatif à la conception, à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans un État, dans une cité ou dans une société. En un mot, la politique est l'art de gouverner un État, une cité ou une société. Donc, je vais aller vite. J'allais poser la question par rapport à la vie politique, mais je vais donner ma définition. La vie politique est une manière de conduire l'ensemble des affaires d'un État. Et quant à la vie publique, c'est l'ensemble des activités d'une personne qui concerne sa vie professionnelle ou ce qu'elle est prête à dévoiler en rapport avec sa dignité et son emploi. Grand 1, représentativité des femmes à la vie politique et publique. Le leadership des femmes et leur participation à la vie politique et publique sont menacés un peu partout dans le monde. Les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices au sein des assemblées élues que dans les fonctions dirigeantes dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire. Et ceci, malgré leurs compétences maintes fois démontrées en tant que leaders et agents du changement et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance d'un État. Grand de représentativité des femmes à la vie politique et publique, les défis. Selon le rapport mondial sur l'écart entre les genres dans le monde, les disparités les plus persistantes se situent au niveau de la participation à la vie politique. En effet, au niveau de la participation à la vie politique, les femmes sont confrontées à un double obstacle. Elles doivent non seulement faire face à des barrières importantes pour accéder au poste de direction, mais elles risquent également, une fois qu'elles y sont parvenues, d'avoir du mal à exercer une réelle influence dans ces fonctions.
Le modèle masculin d'exercice du pouvoir qui domine aussi bien dans la vie politique que publique au sein des partis politiques et institutions s'appuie sur des attitudes traditionnelles et marginalise les femmes. L'image que l'opinion générale donne des femmes renforce les stéréotypes de genre, ce qui rend particulièrement difficile la conciliation de l'engagement actif des femmes en politique avec leur rôle et responsabilités domestiques. Et là, je rejoins M. Paterne et le colonel Maïga. Et j'ai pris quelques illustrations pour vous montrer un peu. En général, naturellement, quand on est ensemble, un homme et une femme, on pense naturellement que c'est l'homme le patron. Donc là, le monsieur a salué l'homme, monsieur le PDG, et la dame a réagi, le PDG, c'est moi, c'est lui le secrétaire. Et là, encore, je rejoins monsieur Paterne et le colonel Ataher Maïga pour cette illustration. Parce que la femme, comme on dit, une femme qui est dans le leadership, elle fait des efforts entre 3 et 5% plus en 24 heures, plus que l'homme. Parce qu'un peu partout dans le monde, les efforts domestiques appartiennent toujours à la femme. Et là, avec tout ça, le monsieur dit à la femme, avouez que vous en faites moins que nous. Alors qu'elles font le même travail et professionnel et à la maison, c'est la femme qui s'occupe de tout. Et j'ai une troisième image qui veut dire toujours la même chose. Sur le même champ de course, on a mis devant les femmes tout ce qui est ménage à faire à la maison. Et ce sont les mêmes femmes qui compétissent au même degré que les hommes sur le plan professionnel. Pour dire que la femme fournit 3 à 5 fois d'efforts en 24 heures, plus que l'homme. Et là, bon, je me dis, j'ai voulu mettre ça, mais leurs statistiques, je pense que c'est dans les pays développés parce qu'ils disent que la femme a 2,6 plus de tâches domestiques à faire que l'homme. Je pense que ici, chez nous, ça doit être plus que ça. Dans nos pays africains, c'est la femme qui travaille à la maison. Donc, grand 3, représentativité des femmes à la vie politique et publique, les enjeux. Une représentativité plus équilibrée des hommes et des femmes dans les instances de décision politique et publique constitue l'enjeu le plus important. Et grand 4, représentativité des femmes, les perspectives. Il est important à travers la volonté politique d'accélérer l'accès et la présence substantielle des femmes en politique, de manière à ce que leur voix soit véritablement entendue et que leur adhésion à la vie politique et publique aille de pair avec leur participation au leadership et au processus de prise de décision à tous les niveaux. Là, grand 5, j'ai mis 2 exemples de femmes leaders en Afrique. Et là encore, je rejoins M. Paterne et le colonel Ataher. La première, c'est la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui est devenue la première femme présidente élue en Afrique le 16 janvier 2006. Elle a fait 2 mandats au Libéria et elle a quitté le pouvoir le 22 janvier 2018. Elle fut aussi lauréate du prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 2011. Et nous avons notre tante, notre grande sœur, Madame Cissé Mariama Kaïdama Siribé, qui est la première femme et la seule à ce jour à avoir occupé le poste de Premier ministre au Mali, du 3 avril 2011 au 22 mars 2012. Malheureusement, son mandat s'est arrêté avec le renversement politique. À ce jour, aucune des institutions de la République du Mali n'est dirigée par une femme.
Et là, c'est la liste des institutions. Le président lui-même, c'est une institution. Il y a le Parlement, le gouvernement, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ça, c'est les institutions qui existent dans la nouvelle constitution de notre pays. Le Conseil national de transition, dont je suis membre, l'organe législatif de la transition, compte en son sein 42 femmes sur 147, soit un taux de représentativité des femmes de 28,57%. Et parmi les membres du gouvernement actuel, il y a 6 femmes ministres sur 29, dont le premier ministre, soit un taux de 20,68%. 36, sous thème 1, rôle et impact des femmes dans les partis politiques et les organisations militantes pour les droits des femmes. Les conséquences d'une meilleure représentativité des femmes au niveau des instances de décision des partis politiques et des différentes organisations militantes pour les droits des femmes sont multiples. En général, les femmes leaders à un certain niveau de responsabilité apportent naturellement des améliorations conséquentes sur la situation des femmes dans sa globalité, mais également elles apportent énormément sur toutes les politiques de l'éducation en rapport avec l'enfance, l'adolescence et la vie dans la famille et autour de celle-ci. Aussi, faut-il reconnaître que la présence des femmes dans les instances de décision au niveau politique ou public a un instant très positif sur des domaines sensibles de la cité, a un impact très positif, comme la santé, la santé, la situation des personnes âgées, la situation des personnes vivant avec un handicap, la situation des femmes elles-mêmes, l'aspect socio-culturel et environnemental, etc. Sous thème B, quel est l'impact des lois de quotas? Dans le cadre de leur participation à la vie politique et publique, les femmes sont confrontées à des difficultés notoires, à savoir, d'une part, les entraves structurelles causées par les difficultés éducatives, sociales et culturelles des femmes qui réduisent encore aujourd'hui leur possibilité de voter ou se porter candidate à un mandat politique ou public. D'autre part, le manque de ressources financières, humaines et techniques, car les femmes ont moins de chances que les hommes de suivre une formation, de nouer les contacts et de bénéficier des ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes performantes. Nous avons le grand 8, comment soutenir les efforts de militantisme des femmes. Bien que dans le monde, des femmes accompagnées de certains hommes participent régulièrement à des mouvements en faveur des droits des femmes, des sources de discrimination persistent dans la vie politique et publique des femmes. La nécessité de corriger les inégalités entre les femmes et les hommes et d'éliminer les formes de discrimination à l'égard des femmes dans la présence et la représentativité aux postes de responsabilité et dans la prise de décision à tous les niveaux existe toujours. La première étape pour combattre cette discrimination illégale envers les femmes est en soutenant l'éducation et la sensibilisation poussée des filles et des femmes à travers des programmes spécifiques les concernant directement. Les femmes ont clairement le droit de participer et de se faire représenter par d'autres femmes dans les processus et les institutions où sont prises les décisions qui affectent directement leur vie. Que ce droit leur soit reconnu en tout temps et en tout lieu. Afin de soutenir les efforts de militantisme, des femmes, les lois, les décisions et les pratiques socio-culturelles doivent encourager vivement les partis politiques et la population dans sa globalité à éliminer toutes les discriminations qui
directement ou indirectement, font obstacle à la participation des femmes aux différents niveaux de décision de la vie politique ou de la vie publique. J'ai une conclusion, je continue. Merci. OK, désolée, je n'avais pas tenu compte du temps. Conclusion. Attention. Ah non, là, ça a changé. OK. Les lois sur les systèmes électoraux ou les décisions de nomination peuvent fortement avoir un impact significatif sur les chances des femmes de gagner les élections ou à occuper les grands postes de responsabilité au niveau des institutions de l'État. La loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015, un exemple de loi sur le quota, appelé couramment la 052, a été votée par le Mali pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. L'application de la 052 permet d'accorder 30% des postes nominatifs ou des chances électives à l'un ou l'autre genre pour leur participation effective à la vie publique et politique du pays, en évitant ainsi une grande discrimination au sein de l'État. En général, les programmes et les lois de quotas découlent de longues années d'engagement de leadership féminin sur le plan national et international, afin de favoriser la représentation des femmes dans les instances de décision. En dépit des pratiques, des comportements et des stéréotypes discriminatoires, certaines femmes sont arrivées à se hisser au plus haut niveau des décisions politiques ou publiques en surmontant tous les obstacles et en faisant voter les lois en faveur de la représentation des autres femmes, des lois permettant de soutenir les activités des femmes et œuvrant à leur autonomisation. Et j'ai terminé par une autre image qui est un proverbe africain qui dit « Si les femmes baissent les bras, le monde s'écroulerait ». Ne l'oublions jamais. Je vous remercie. Je suis désolée. J'ai envie de dire, waouh, quelle présentation. Vraiment, c'est honorable. Vraiment, je vous demande d'applaudir encore, honorable, pour ces différents rappels institutionnels, statistiques, mais également sur et les obstacles que peuvent rencontrer les femmes, notamment l'accès, les obstacles liés à l'accès aux fonctions, et mais aussi une fois on a accès à la fonction, comment s'imposer, comment imposer son influence dans cet environnement parfois très, très masculin. Aussi, la conciliation boulot-maison a été rappelée. J'ai bien aimé vos images, mais je trouve que il y a une image qui m'a fait beaucoup rire, celle où est sur le terrain de foot, je sais pas, un terrain de course. Allez-y rapidement sur. Je trouve que hein, les hommes ont été un peu lésés sur cette affaire. Notre chemin n'est pas aussi vite que ça. OK. Donc, on va aller rapidement à la dernière présentation, celle de Karina. Alors, ne mets pas le chrono d'abord. Bonjour. Par rapport à la couleur rose, je dirais que le rose, c'est la couleur des hommes courageux. Parce que pour qui connaît l'histoire, c'était une couleur imposée par Marie-Antoinette à ses amants. Et elle frôlait avec le risque de sorte que si jamais Louis XVI était au courant, l'homme qui portait la chemise rose risquait de se faire tuer. Donc, c'est la couleur des hommes courageux et non la couleur des femmes. Alors, mon intervention portera sur deux thématiques. D'une part, l'impact des lois de quotas sur la représentativité des femmes dans la vie politique et la vie publique. Et d'autre part, j'aborderai en 5 minutes l'apport de l'EMP dans le soutien aux efforts de militantisme des femmes et comment l'école peut s'engager davantage. Et donc, pour le premier point, alors que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination des femmes
à l'égard des femmes a été adopté depuis 1979. Le Mali l'a ratifié en 85, ça fait déjà 39 ans. Et il était prévu normalement que le quota soit une mesure spéciale temporaire, conformément à l'article 4.1 de la Convention. Et aussi, et donc, ça devait venir en complément en attendant qu'on atteigne la parité. La parité, c'est-à-dire 50-50 ou au moins la proportionnalité par rapport à la population féminine, la représentation par rapport à la population féminine. Et dans le cas du Mali, 2011 a été une année prometteuse où on a eu l'adoption d'une politique nationale genre avec notamment des ambitions d'aller vers la parité d'ici 2018, parité 50-50. Et en même temps, cette année fut aussi une année de désenchantement parce que c'est l'année aussi où a été adopté le Code des personnes et de la famille avec toute l'avancée, la levée des obstacles et la promotion de la femme. Cette même année, du jamais vu, une loi adoptée par l'Assemblée a été renvoyée pour relecture à l'Assemblée nationale suite à un mouvement de femmes. La population féminine est sortie manifester contre le code, bien sûr sous le leadership des religieux. Et discuter aujourd'hui, en 2024, du quota, nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qu'on a fait pendant 39 ans. Pendant 39 ans, nous sommes encore au niveau des mesures spéciales temporaires, loin de l'idée même de parité. Et à ce niveau, la loi sur la parité, une première proposition avait été faite en 2006. Elle a été rejetée par l'Assemblée nationale. Et sur le quota, disons, a été rejetée par l'Assemblée nationale. Ça demandait du 30% minimum de représentativité féminine. Et quel était le motif? Le motif, c'est qu'on disait que c'était discriminatoire et que c'était non conforme à la Constitution. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand la loi 052 est passée en fin d'année 2015, puis son décret d'application en 2016, on n'a pas dit de représentativité minimale de 30% de femmes. On a dit de l'un ou de l'autre des sexes. C'est en fait pour pallier d'éventuelles résistances en réalité. Sinon, nous savons tous que dans la réalité malienne, le genre sous-représenté dans la vie publique, c'est le genre féminin. Alors, pour parler aussi de la réaction de 2011 des femmes, ça nous amène à comprendre qu'il y a une dissonance entre une élite féminine qui s'est donnée pour mandat de représenter une population féminine sans son consentement, qui ignore complètement ses réalités et qui ne la consulte pas. Au point où je dirais que cette représentation des femmes est parfois devenue une sorte de gagne-pain quotidien pour beaucoup de femmes leaders. Et c'est cela que nous pouvons changer. C'est cela que nous pouvons changer. Et pour arriver à ce changement, justement, il faut que les femmes choisissent leurs représentantes. Et on ne peut pas, les femmes ne pourront pas choisir leurs représentantes tant qu'on n'arrive pas à la notion de parité. Le quota, oui, mais le quota devrait s'arrêter à un moment donné. On ne peut pas être dans des mesures spéciales temporaires pour toujours. Il faudrait que cela change. Et donc, parmi les points que j'aborderai d'abord le quota en droit international et régional africain des droits de l'homme pour comprendre d'où vient la source du quota. J'aborderai aussi les conditions de l'effectivité du quota dans la participation politique, le quota dans la participation à la vie publique, notamment les aspirations de la politique nationale genre, ça sera très rapide, t'inquiète, et le quota en chiffres, avant d'arriver à une conclusion, parce que quand on se pose la question de l'impact, il faut forcément une réponse.
Mais cette réponse doit être quand même donnée suite à un travail méthodologique sérieux. Et donc, à ce niveau, d'abord, il faut dire que le quota n'est pas une expression qui figure textuellement dans les deux conventions de référence, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes, qu'on appelle très souvent le protocole de Maputo. Vous ne trouverez pas le quota dans ces deux textes. Mais le quota fait partie de ce qu'on appelle dans la Convention les mesures spéciales temporaires, la Convention CEDEF, et dans la Charte africaine des droits de l'homme, les mesures d'action positive. Et donc, il ne devait pas avoir que le quota, il devait avoir un ensemble de mesures favorisant les femmes. Au-delà de donner un pourcentage à atteindre pour un départ, il fallait, par exemple, faire en sorte de mettre en place des lois qui semblent neutres, mais qui ont un impact sur la participation des femmes. Par exemple, pour exclure les femmes du militantisme politique ou autre, qu'est-ce qu'on fait? On décide, par exemple, d'organiser des réunions nocturnes ou d'aller faire les réunions dans des zones reculées qui obligent la femme à faire des concessions, soit choisir une vie de famille ou une vie politique. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne rentrent en politique que lorsque leurs enfants sont âgés, parce que c'est très difficile de concilier cette vie familiale et cette vie politique ou cette vie publique. Et le deuxième point, qui sont les conditions de l'effectivité du quota, c'est vrai que le quota permet de promouvoir la participation de la femme, d'accroître sa présence dans la vie politique. Et pour que ces lois quotas soient efficaces, elles doivent répondre quand même à certaines caractéristiques. Notamment être soit des lois ou inscrites directement dans la Constitution, quand même des mesures fortes, pas seulement au niveau réglementaire ou autre. Ça doit être soit au niveau législatif ou au niveau constitutionnel, d'une part. Ça doit être réalisable. Par exemple, qu'on dise soit que le parti ne peut présenter qu'alternativement, c'est-à-dire si lors de ce mandat, le représentant du parti pour les élections est une femme, le mandat prochain, ça sera un homme. L'alternance. Ou par exemple les listes, à condition que finalement on ne dise pas qu'on retient les deux personnes. On peut faire des longues listes parfois et à la fin, on sort les femmes de cette liste lors des élections. Elles ne sont pas retenues parce que le parti n'a pas assez de voix pour retenir toutes les personnes de la liste. Et donc souvent, mettre les femmes aussi en tête de liste, surtout lorsqu'elles sont minoritaires dans la liste présentée. Le troisième élément essentiel aussi pour que ces lois soient effectives, c'est qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions si on ne les applique pas. Lorsque nous regardons la loi 052, les sanctions se retrouvent par exemple dans la loi électorale, lorsqu'il s'agit d'élections. Lorsqu'une liste est présentée, une liste de 3 personnes est représentée et que l'un ou l'autre des sexes n'est pas dedans, la liste est rejetée. Quitte du niveau lié à la nomination, parce que cette loi concerne 2 aspects, la nomination à des postes politiques et les candidatures. Pour les élections, c'est réglé, mais lorsqu'il s'agit de nomination, il n'y a aucune sanction. C'est ce qui explique aujourd'hui justement la légitimité de parler de cette thématique dans un contexte de transition. Parce que dans le contexte de transition, il n'y a pas de personnes élues. Les postes publics sont attribués par nomination. Et donc, quel est le mécanisme qui permettra de garantir cette représentativité des femmes? On le voit très bien lorsqu'on regarde les chiffres que Honorable nous a projetés. Et j'irai même plus loin parce que c'est pire dans certaines circonstances. OK. Je n'ai pas fait mes 15 minutes. Hein.
Ah bon, ok, d'accord. Donc, pour les chiffres, elle a mentionné pour les 28%, les 26%, mais lorsqu'on va plus loin, qu'on regarde par exemple pour la Commission nationale des droits de l'homme, on a 10% de femmes. Pour la Cour constitutionnelle, c'est bien, on a les 33%. Et pour le Conseil supérieur de la magistrature, on n'a que 9%. Donc, les chiffres sont minimes par rapport à la loi elle-même, la loi 052. Et personne ne peut sanctionner cela. Et en conclusion, le quota étant temporaire, ne doit pas remplacer toutes les mesures pérennes de renforcement des capacités. OK. Et ne doit pas remplacer toutes les mesures de renforcement des capacités des femmes. La sensibilisation, la suppression progressive des obstacles culturels et religieux, la promotion de la masculinité positive, sont des leviers de transformation sociale. Et seul cela permettra d'aller au-delà du quota pour favoriser la parité. Et pour finir, le quota doit disparaître. Et pour qu'il disparaisse, il faut qu'il soit réalisable. Et comme on l'a dit, tous les obstacles devraient pouvoir être levés. Ce n'est pas si difficile que ça, mais cela demande quand même un travail de fond et booster les compétences des femmes, renforcer l'éducation des filles, instaurer des mesures apparemment neutres qui vont impacter la participation des femmes et renforcer le leadership féminin, l'engagement, l'affirmation de la féminité et non du féminisme masculinisé, parce qu'il ne s'agit pas de nous obliger à nous transformer en hommes pour pouvoir exister publiquement, mais de nous laisser exister en tant qu'entité entière, en tant que femme, entité entière, mère, épouse, grand-mère, femme, etc. Qu'on ne nous enlève pas notre féminité pour que nous puissions exister sur le plan public et politique. Je ne pourrais pas aborder mes recommandations pour l'EMP, mais OK, d'accord. Alors, pour l'apport de l'EMP dans le soutien aux efforts de militantisme des femmes, aujourd'hui, nous tous qui sommes là en tant que femmes, sommes reconnaissantes parce que l'EMP est une institution, je dirais, avant-gardiste dans le cadre même de la promotion de la diversité, de la promotion de la femme et du genre. Et voilà qu'elle nous donne l'opportunité à chaque fois de parler, d'intervenir, de nous exprimer. J'aborderai particulièrement, je sais que Adja n'est pas là, mais c'est l'occasion de parler d'un projet très important. C'est le projet de renforcement des capacités des femmes vecteurs de changement, le RECAFEVEC, qui est financé par la Norvège et en coopération avec l'EMP, qui est un exemple dans le cadre du renforcement des capacités du leadership féminin au sein de leur communauté de base. Et l'EMP a même adopté l'approche de se déplacer pour aller vers ces femmes leaders et les former afin qu'elles soient des vecteurs du changement. Cela permettra de mettre fin aussi à la représentativité non mandatée. Parce que les femmes de base qui sont de leur communauté et qui représentent leur communauté pourront être des vectrices réelles de changement. Et si l'EMP a réussi ce pari, c'est parce qu'elle a su recruter des femmes compétentes, humbles et engagées. Elle a su leur faire confiance, valoriser leur force de proposition. Et c'est le lieu de saluer Adja Tenenje Samake, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Féminité oblige. On ne réinvente pas la formule de l'eau tiède. Lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'on peut faire davantage, moi je dirais de démultiplier, de faire encore plus de projets dans ce sens. Et la représentativité aussi des femmes dans les stages, elle est très importante, elle est vue, elle est réelle, elle est palpable. On est toujours dans les pourcentages entre 30, 50 et parfois même jusqu'à 80% de femmes dans les stages. Et ce n'est qu'à l'EMP qu'on voit ça. Au-delà de ça aussi, il y a certaines mesures qui prennent en considération la prise en compte des besoins spécifiques des femmes.
Et notamment aujourd'hui, nous, quand on était encore en période de maternité, il y a de cela une décennie, on devait faire des concessions. On devait accepter de ne pas voir nos enfants. On devait accepter de les sévrer plus tôt. On devait se sacrifier. Mais aujourd'hui, à l'EMP, quand vous venez en tant que mère, vous savez même que vous pouvez venir avec vos enfants. Vous savez, dans certaines circonstances, des stagiaires viennent avec leurs bébés. Les bébés passent toute la journée et sont pris en charge. Il y a quand même quelques éléments à améliorer, notamment des éléments même qui seraient des exigences légales. Et quand nous regardons l'article D189-11 du Code du travail, chaque fois qu'une institution a plus de 25 femmes cadres, bon, dans le cas de l'EMP, je ne sais pas si les femmes de l'EMP valent 25, mais dans la réalité, il y a beaucoup de passages de femmes à l'EMP. On doit normalement mettre en place une chambre spéciale d'allaitement et de nurserie, de prise en charge des enfants. Parce que souvent, quand les nounous viennent passer la journée avec les enfants, elles restent dehors, dans le foyer, alors que lorsque des conditions sont aménagées, cela permet de mieux préserver les enfants et de les mettre dans un confort qui les protège. Voilà, pour aussi que les femmes puissent faire entendre leur voix, moi je conseillerais à l'EMP, c'est bien, c'est l'opportunité parce que il y a Gisèle qui vient d'arriver, c'est l'opportunité aussi de communiquer plus sur les réseaux sociaux. Et quel type de communication? Une communication engagée en faveur de la parité, en faveur de l'égalité femmes-hommes, et aussi de se faire porte-voix des femmes, c'est-à-dire donner un espace aux femmes à travers les réseaux sociaux de l'EMP pour s'exprimer et aussi pour servir de modèle à d'autres femmes. Je dirais aussi, c'est un plaidoyer pour le CARES, pour les masters du CARES. J'ai eu lors de certains stages des femmes d'autres pays qui me disent on est vraiment intéressé par le master, mais on a nos enfants, on a notre mari. Si on s'en va, on laisse tout cela derrière nous, c'est très compliqué. Que le master puisse se faire en ligne. Je pense que c'est plus qu'urgent d'investir dans ce domaine, de rendre le master accessible en ligne pour que d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même liberté que vous sur le champ de course puissent bénéficier de ce master et même voir dans les mesures spéciales d'accompagnement comment faire, par exemple, une réduction symbolique pour les femmes qui s'inscrivent pour le master, une réduction financière symbolique. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné plus que le temps imparti. Et je vous remercie. Merci. Merci, Karina. Je pense qu'on va applaudir encore une fois pour cette brillante prestation qui nous ramène quand même dans des rappels historiques très, très intéressantes. Très, très intéressant, et notamment sur la question de la mesure spéciale temporaire. On devrait évoluer, c'était une mesure d'étape, 20%, 30%, et puis arriver à 50%, mais je crois que l'objectif des 50% est oublié et il faudra peut-être revenir à cet objectif de parité pour qu'on puisse vraiment atteindre l'équité homme-femme. Le message concernant les quotas est bien entendu aussi. Vous avez parlé du quota en droit international et régional, du quota, les conditions de l'effectivité du quota dans la participation publique et aussi le quota dans la participation à la vie publique. En tout cas, merci pour cette brillante présentation. On va aller maintenant à la séance des questions-réponses. Je sais que beaucoup sont pressés de venir avec leurs questions. Il nous reste à peu près 30 minutes pour cette séance. Donc, on va commencer par prendre 5 questions et puis les panélistes, que les panélistes se donneront le plaisir de répondre. Donc, on prend les volontaires. Au fond, mon colonel, vous êtes méconnaissable en tenue civile aujourd'hui. Hein? OK, allez-y. C'est quel nom?
Ousmane Sinko. D'accord, docteur Sinko. Oui, madame. Docteur Moukoro. Oui. Madame Traoré. OK. Et au fond, j'avais vu quelques mains. Voilà, une main là-bas. Qui ça? Fabrice. OK. Donc, mon colonel, vous avez la parole. Non, vous attendez. Bon, vous attendez le prochain tour si on a le temps. Mon colonel, Ok. allez-y. Lieutenant-colonel Konaté Evelyne, instructeur permanent à l'école de maintien de la paix. Ma question va à l'endroit de l'honorable Diarra. Moi, j'ai une préoccupation, c'est vérifiable. Les conditions de veuvage des femmes au Mali. Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre pour essayer d'améliorer la vie des femmes en cette période? Parce qu'en 2023, j'ai appris une nouvelle avec une de mes connaissances qui a une très bonne position dans l'administration. Elle m'a fait savoir que au-delà des 40 jours que la tradition impose à la femme de rester à la maison, pour les autres, pour la continuité, c'est-à-dire que juste à 4 mois et combien de jours, les salaires sont suspendus au niveau de la fonction publique. Donc, le débat aussi sur la pension des femmes fonctionnaires. Il y a de cela quelques années, des rencontres pareilles, on a eu à le faire. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Que c'est de l'économie pour l'État. Comment? Quand une femme passe 40 ans, 30 années de service et qu'elle décède, c'est fini. De son vivant, elle a sa pension. Mais quand elle meurt, ni le mari ni les enfants ne bénéficient de rien. Les enfants avant 18 ans. Mais pour l'homme, c'est pris en compte. Je comprends parce que les textes qui gèrent cette situation-là sont de nos jours un peu caduques. Parce que la loi sur la famille, les documents de base sur lesquels les premières lois ont été élaborées, on a tenu compte de la culture, on a tenu compte de l'islam, on a tenu compte du christianisme. Donc, dans ces normes-là, on pensait que c'était l'homme qui est le principal acteur pour la prise en charge. Donc, les mesures qu'on a prises défavorisent un peu la femme. Et même si tu as ton papier de mairie, sur le plan traditionnel, les effets que la famille te fait subir, c'est terrible. Donc, où en êtes-vous avec la gestion de cette situation? Et ça, c'est une petite contribution, je vais me limiter à ça. Et par rapport à la participation des femmes dans tous les domaines, M. Paterne a parlé des normes de la société. Les cultures diffèrent au Mali. Tu vas dans le Bélédigou, la jeune fille, on t'apprend à rester à la maison. Déjà, les mariages se fait tôt dans leur vie. À 30 ans déjà, elles sont grand-mères. Si déjà elles ont des belles filles dans la maison, elles passent maintenant la journée sous les arbres à ne rien foutre. Donc, ça vit maintenant au crochet des enfants. Mais tu vas dans le Mandin, tu trouveras que on apprend à la jeune fille à se débrouiller depuis le bas âge. Parce que partir à l'école, apprendre la langue de Molière et puis se débrouiller, c'est différent. Sur le plan de vue éducationnel, les filles ne sont pas habituées à se battre. Et j'ai vu des personnes dont les diplômes ont pourri dans les armoires. Parce que c'est suffisant sans ambition de vivre au crochet d'un homme. Mais quelque part, je dis que les hommes sont coupables. Parce que pourquoi? Si tu donnes seulement le minimum que les conditions de mariage te demandent, et que c'est la femme même qui doit financer son plaisir, elle va se mettre des coups. Pas de conférence dans une conférence. Ok, oui, maintenant, les j'ai bel et bien dit une autre contribution. On va donc, maintenant, par rapport aux mesures structurelles de correction pour les veuves au Mali, quelles sont? Merci beaucoup. Les intervenants sont priés d'être précis, concis et clairs et courts. Donc, le prochain, ça va être Dr. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Excusez-moi, mon colonel. Excusez-moi, je vous rappelle qu'on a une cérémonie de clôture à 11h
avec les stagiaires et on a notre invité qui est en cours de route, l'ambassadeur du Japon, qui sera là à 11 heures. Donc, je vous prie d'être bref dans les questions. D'accord. Et de finir avant 11 heures pour qu'on puisse commencer la. On va terminer à 45. Merci. D'accord. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Moi, j'avais voulu faire une observation, mais je ne pourrais pas le faire encore. J'adresserai des questions à messieurs Ataer Maïga et Karina Sissé. La première question à Ataer Maïga, ne pensez-vous pas que trop de discrimination positive constitue une discrimination à l'égard des hommes également? La question par rapport à Karina Sissé, franchement, j'avais voulu faire une observation par rapport à ça, mais ok, d'accord. Au fait, par rapport aux femmes, en toute sincérité, les femmes, tant qu'elles ne s'entendent pas elles-mêmes, leur problème ne sera pas résolu. Parce que nous sommes dans les différentes administrations. Moi, je suis un enseignant. À chaque fois que vous réunissez 3 ou 4 femmes, elles ne s'entendront jamais. Elles-mêmes vont vous demander, est-ce qu'on ne va pas amener un homme pour qu'on puisse s'entendre? C'est ce qu'elles disent. Donc, tant que les femmes ne s'entendent pas elles-mêmes, au Mali, il leur sera difficile pour qu'elles puissent leur situation puisse être améliorée. Nous savons tous qu'au niveau des conventions internationales, les femmes sont classées parmi les personnes vulnérables. Ça, nous le savons tous. Non, la question que je vais poser à Karina Sissé, la question que je vais poser à Karina Sissé, je voudrais savoir que dire que tous les problèmes que les femmes ont, est-ce que cela n'est pas relatif à la pesanteur sociale et culturelle? Si vous pouvez me donner des éclaircissements par rapport à ça, je vous remercie, monsieur le modérateur. Docteur Mukuru a la parole. Vraiment, soyez précis, concis et clair. Merci bien, Docteur Lee. Moi, je n'ai pas de questions. En fait, j'aimerais remercier, j'ai appris des choses. J'ai juste quelques contributions. Je suis de l'ENSUP, chef de section sociologie. Je suis sociologue, je suis dans tous ces débats-là depuis des années. Bien, moi, je pense qu'ici, on a parlé des questions de droit. Les femmes ont des droits selon la loi, selon les conventions, les déclarations, mais nous travaillons beaucoup plus sur ces aspects sans tenir compte des droits au niveau culturel, religieux, c'est-à-dire le contexte, l'environnement social. On a des droits sur la sphère publique, mais sphère privée, quelqu'un d'autre décide pour notre droit. Je pense qu'il faut des programmes de travail sur on va dire, la conscience collective. Il faut travailler sur la conscience collective, déconstruire des stéréotypes. Par exemple, la fille rose, la femme est faible, l'homme est fort. Il faut des messages, des images, un éveil de conscience. Il faut travailler parallèlement avec les politiques, les lois, etc., dans le sens d'une déconstruction des stéréotypes qui sont des barrières. Je pense aussi que ce sont des questions de pouvoir. Et il y a des problèmes dans notre conscience. Une femme très lettrée, une femme avec leader, une femme, ils ont peur, bien sûr. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. Sinon, on ne peut pas avancer. Et les images, là, j'ai beaucoup aimé. Et tenir compte du fait que nous sommes des femmes différentes. Selon les contextes, selon les ambitions, selon les centres d'intérêt, les domaines, donc on ne peut pas s'entendre sur tout. Et il faut nous traiter selon les politiques, selon, etc., différemment. Merci. Si vous n'êtes pas court, on ne pourra pas prendre les autres intervenants. Ça, on doit arrêter à un moment donné. Si vous n'êtes pas court, vous coupez la parole à d'autres personnes. Allez-y. Bien, merci. Je remercie les panélistes pour les exposants brillants qu'ils ont présentés avec des informations très pertinentes. Moi, c'est Madame Traoré Rebecca Bayoko. Je suis au niveau de l'ENSUP, département d'enseignement et de recherche, psychopédagogie, sociologie, philosophie.
Bon, moi, j'ai peut-être une question, mais aussi une contribution très rapidement. Il s'agit de la loi des quotas qu'on appelle la loi 052. Donc, cette loi s'applique très généralement dans le champ politique sans difficulté. Et dans le champ universitaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'on sait que l'accès au poste universitaire est lié au grade. Ce n'est pas une négociation, mais c'est une méritocratie. Ce n'est pas une négociation comme dans le champ politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'enseignement supérieur pour accompagner les femmes? Parce que les statistiques, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je crois que nous avons moins de 5% de professeurs femmes, moins de 7% de maîtres de conférences, moins de 8 ou 10% de maîtres assistants et moins de 13% d'assistantes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider vraiment ces femmes à être représentées dans les décisions, dans les instances de décision de prise de décision? Donc, je pense qu'il faut peut-être les accompagner, par exemple, prendre quelques femmes pour 3 ou 4 ans, les maîtres assistants, par exemple, les accompagner 3 ans afin qu'elles puissent vraiment atteindre un niveau élevé, ainsi de suite, faire la rotation pour permettre réellement aux femmes d'être représentatives parce que ça fait partie de l'esprit de la loi 052. Merci bien. Merci, madame. Merci, madame Traoré. Fabrice, vous avez 1 minute, pas plus, sinon je vous coupe. Merci, directeur. Ma question s'adresse au colonel directeur Atae. Dans votre développement, vous avez parlé de l'éducation et vous avez tiré notre attention sur l'école. J'aimerais savoir de quelle école s'agit-il? Deuxième chose, j'aimerais savoir si l'éducation se limite à la scolarisation des filles. Merci. Vous avez été très efficace. Donc, sur ce, on va donner la parole aux panélistes. Je pense que le colonel commence et puis on termine par l'honorable. Vous avez chacun 2 minutes, pas plus. Merci beaucoup, directeur. Je vais essayer d'être bref. Alors, je commencerai par la question de Dr. Sido. Vous savez, en réalité, je ne vois pas la discrimination positive pour les femmes un élément contre les hommes. En fait, je ne vois pas femmes-hommes en termes d'opposition, mais beaucoup plus en termes de complémentarité. Le fait de créer les conditions nécessaires, les conditions idoines, afin que les femmes puissent accéder à un certain poste, à un certain standing de niveau de vie, mais c'est toujours les hommes qui tirent les profits et les bénéfices. L'investissement des femmes, en majorité, c'est la maison. Une question très simple. Combien d'hommes ici, à part les grandes fêtes, habillent les enfants à la maison? Combien d'hommes le font? Oui, voilà, peut-être 1 sur 10. Voilà, vous savez, donc je disais, voilà pourquoi je ne le vois pas en termes d'opposition. Voilà. Donc, il faut continuer à donner les conditions nécessaires pour que les femmes puissent émerger. Quelle école? Je dirais, en fait, l'école, il ne s'agit pas de l'école française qu'on connaît. Mais toute éducation, quand on remonte dans le temps, nos mamans étaient éduquées, même si il ne s'agit pas d'être allé seulement à l'école. Toute éducation qui permet à une femme d'apporter le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Ces 3 éléments, toute éducation qui peut offrir ça à la femme, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des femmes qui sont restées au village, mais qui apprennent des métiers, qui arrivent à s'en sortir. Donc, c'est l'ensemble des savoirs qu'on peut donner à la disposition des femmes. C'est de cela qu'il s'agit. Le paradoxe, c'est que dans nos sociétés actuelles, nous savons que la plupart de nos jeunes filles, des femmes, ont perdu ces savoirs d'antan parce qu'elles n'apprennent rien à la maison, elles passent la journée devant les télés, mais aussi à l'école, elles n'arrivent pas à avancer pour apprendre d'autres savoirs. C'est ça la difficulté. Et à partir de 20 ans, 30 ans, on va se retrouver avec des gens qui réellement ne savent pas faire grand-chose. C'est là qu'il faut trouver un moyen pour qu'elles puissent être moulées dans ce moule-là, maîtriser ce savoir, être éduquées et accéder aussi à un savoir
diplômant ou professionnel. Par rapport à la dernière question, l'enseignement supérieur, notamment, un mérite. Non, il ne s'agit pas d'enlever les barrières de mérite. Les mérites vont toujours exister, mais il s'agit de créer les conditions idoines pour les femmes, n'est-ce pas, pour accéder, n'est-ce pas, à ces postes-là. Qu'est-ce que j'appelle ça? Aujourd'hui, les hommes sont majoritaires, c'est pas parce que les hommes sont plus intelligents, non. Parce que les femmes ont d'autres préoccupations, elles doivent faire face à d'autres préoccupations qui peut-être que les hommes sont débarrassés de ces préoccupations-là, qui fait qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour faire la recherche qu'il faut, aller faire des études sur le terrain et travailler longuement dans le laboratoire. Donc, il faudrait créer les conditions nécessaires pour les femmes. Ainsi seulement, elles pourront aussi accéder à cela. Merci. Je remercie. On va trouver les moyens pour mieux financer les femmes qui font de la recherche. Okay. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Je remercie les participants de ne m'avoir pas posé beaucoup de questions. Ça me fait plaisir. Et donc, mon intervention, je vais intervenir quand même sur certaines thématiques rapidement. Les pesanteurs culturelles, sociales et religieuses sont-elles un frein? Oui, ces pesanteurs, mais parfois ces pesanteurs sont liés à l'ignorance. La plupart des femmes aujourd'hui, leaders qui parlent au nom des autres femmes, ont beaucoup reçu l'instruction à l'école, etc., mais ne connaissent pas forcément les normes sociales et aussi les normes religieuses. Et par rapport à cela, par exemple, rien n'interdit à une femme veuve de sortir de sa maison pour aller chercher son pain quotidien. Rien, selon le droit islamique. Mais c'est l'ignorance de ce droit de la femme selon les valeurs islamiques qui fait qu'elle se retrouve parfois dans des situations où elle doit renoncer à son salaire alors qu'elle doit faire vivre des orphelins. Surtout dans une société où il y a de moins de solidarité vis-à-vis de la femme veuve et de ses enfants. Et ma deuxième intervention rapide, c'est par rapport à l'entente des femmes. C'est pour ça aujourd'hui que de plus en plus, il faut responsabiliser les femmes par rapport à d'autres femmes à travers le mentorat. Le mentorat marche énormément. Quand on arrive à l'instaurer, ça permet à celles qui sont mieux outillées, mieux équipées d'accompagner des plus jeunes ou des moins outillés. Et ça leur permet aussi de sentir qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand. Et pour l'enseignement supérieur, j'ai lu dans le rapport 2023 en annexe justement au budget national, à la loi des finances, un ensemble d'activités prévues qui sont très importantes si elles avaient été réalisées, mais à la fin, partout, on met 0, 0, 0, 0. Ils n'ont rien réalisé, pourtant, ils ont prévu pendant une année de faire plein de choses qui auraient pu aider à promouvoir les femmes dans l'enseignement supérieur. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai abordé tous les points. Merci. Merci, Madame Karina. Pater Némé Petit P. Docteur, j'ai un problème parce que le temps est très court et je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes questions qui peuvent nous permettre d'explorer davantage. Je voudrais donner 2 illustrations. Alors, mon fils, quand il avait autour de 6 ans, 7 ans, un jour, nous sommes devant la télé et nous voyons, il y a un match de football féminin. Et il s'exclame, « Hé, mais papa, les femmes jouent au football !» Et moi, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'à 7 ans, mon fils ne sait pas que les femmes jouent au football. Tout ce qu'il a toujours vu à la télé, ce sont des hommes en train de jouer au football. Donc, pour lui, c'est très clair. Les hommes jouent au football, les femmes font autre chose, qui sont de l'autre côté. Suivez mon regard. Et là, le téléviseur est là, il est là devant nous. Mais qu'est-ce qu'il diffuse? Et comment nous avons une influence là-dessus? Je laisse ça juste à notre réflexion. Je vais finir sur ça. L'autre image, c'est que dans beaucoup de maisons, quand il faut dépenser de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est quoi? Aller demander à papa. Aller demander à papa. On a besoin d'un peu d'argent pour acheter du sucre. Allez demander à papa. On a besoin d'un peu d'argent pour acheter du pain. Allez demander à papa, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait pour les enfants? La personne qui a l'argent, c'est papa, ce n'est pas maman. Qu'est-ce que ça fait pour la jeune fille? La personne qui a l'argent et qui doit pouvoir, c'est l'homme, ce n'est pas la femme.
Et j'ai vraiment un grand regard du côté des sociologues. Et je voudrais juste dire une chose, si les femmes ne s'entendent pas. Mais si on n'a pas été dans les conditions de socialisation pour créer des façons de s'entendre, le jeune garçon commence à se disputer avec ses amis et tout ça très tôt parce qu'ils sont dans des espaces de jeu, ainsi de suite. Et ils construisent une façon de s'entendre et de se comprendre, de créer une entente. Bon, maintenant, nous avons les jeunes filles qui ne grandissent pas dans les mêmes conditions et nous sommes surpris en bout de chaîne qu'elles ne puissent pas s'entendre, qu'elles invitent des hommes à venir les aider à s'entendre. C'est le fruit de la socialisation que nous avons créée. Donc, pour moi, une fois de plus, revenons à la base, créons la socialisation qu'il faut pour avoir le résultat en bout de chaîne. Les religieux et religieux. On a vu dans d'autres contextes, notamment dans le cadre d'une étude que nous avons menée récemment, on a vu que les religieux au Niger contribuent grandement à faire que les femmes accèdent à la propriété en déconstruisant ces stéréotypes, en disant, mais il n'y a rien dans l'islam qui dit qu'une femme ne peut pas être propriétaire. Donc, mobilisons ces instruments, ces outils-là pour faire avancer. Je ne vais peut-être pas répondre à la question spécifique parce que le temps ne le permet pas et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses approfondir, donc je voudrais m'arrêter ici. Merci. Merci du moment. Honorable, vous avez la parole. Okay. Et soyez vraiment bref, 2 minutes maximum. Okay. Je sais que c'est compliqué, c'est pourquoi je prends de l'avance. Donc, il y a le colonel Konaté qui a 2 inquiétudes par rapport aux conditions de veuvage des femmes. Je veux bien comprendre. Elle veut dire, c'est-à-dire les femmes qui ont droit, le veuvage traditionnel, c'est 130 jours. Et d'après ce que j'ai compris, c'est comme si la femme reste à la maison les 130 jours et que la femme doit être payée, avoir une pension un peu par rapport à ça. Oui, le salaire. Oui. 50 jours. Si le salaire est suspendu, qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager par rapport à ça? OK. Sur cette question spécifique, je n'ai pas de données, je ne sais pas si Karina en sait quelque chose, parce que je pense qu'elle a dit c'est juste les 40 jours qui sont payés et le reste, la femme doit retourner travailler. Je sais quand même que dans le système privé, je suis issue du système privé, c'est comme ça, cela se passe. On accorde à la femme que les 40 jours et après les 40 jours, la femme doit revenir travailler. Et par rapport aux cotisations, en général, les fonctionnaires sont reliés à la caisse de retraite et pour le système privé, c'est l'INPS. Mais sur le deuxième volet, là, par rapport à la pension de l'homme veuf, je peux vous faire une confidence ici. Moi-même, personnellement, je suis en train de travailler sur cela et pour en faire une proposition de loi au niveau du CNT, si vraiment Dieu me donne cette chance. Parce que je peux dire, c'est peut-être la 4e ou la 5e fois, à chaque fois qu'on a des rencontres de femmes, que les membres du CNT, moi personnellement, je suis interpellée pour ce cas. Et je vais vous expliquer un peu. Parce que comme on a dit, aujourd'hui, les femmes vont à l'école au même niveau que les hommes. Et les postes de responsabilité, les femmes bénéficient de cela. Et il y a des foyers aujourd'hui, la femme gagne plus que l'homme. Et c'est la femme qui tient le foyer. Alors qu'au niveau de la caisse de retraite ou de l'INPS, si c'est le système privé, les femmes cotisent au même titre que les hommes, sinon même un peu plus, parce que les enfants sont rattachés à la cotisation de l'homme. Là, le taux est un peu plus bas. Et les femmes responsables cotisent plus au même titre jusqu'à leur retraite ou malheureusement, celles qui décèdent avant leur retraite, l'homme ne bénéficie de rien alors que c'est la femme qui tenait la famille.
Et nous sommes en train de rassembler les informations. Et personnellement, moi, je suis en train de travailler sur ce volet parce que l'argent, ils disent que c'est l'argent de l'État, c'est pas normal, ou bien l'argent de la société, c'est pas normal. Dans ce cas, on n'a qu'à diminuer la cotisation des femmes. Et j'ai même vu des cas, il y a des hommes qui m'ont expliqué leur cas. Effectivement, après le décès, après le veuvage, ils ont rassemblé les documents de leurs leurs femmes pour amener à l'INPS. Et c'est comme ça, on leur a dit qu'ils ne peuvent bénéficier de rien. C'est seuls les enfants mineurs, on leur donne un peu. Et ça a été une déception grave et ça a joué sur les conditions de la famille. Alors que les femmes cotisent normalement. Donc, nous sommes en train de voir, soit on diminue les cotisations réelles, soit on remet cette question sur la table. Nous sommes un peu à court de temps. Merci, honorable. Nous remercions les panélistes que je vous demande vraiment d'ovationner. En tout cas, pour la richesse de leur contribution et tous les efforts faits dans ce sens pour que nous soyons été suffisamment par rapport à la question de la représentativité des femmes dans la vie publique et politique. En tout cas, un grand merci au public qui est resté aussi en alerte. Hein, je sais que si on vous avait donné plus de temps, vous allez poser encore davantage de questions. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Donc, la question de la représentativité, elle est encore là. Et là, personnellement, moi, je me pose la question sur la représentativité des femmes, pas en tant que dans la vie politique, mais est-ce que les femmes du Mali sont assez représentées par les femmes qui les représentent? C'est la question que je me pose. Parce que la justesse de leur combat est à poser. Au lieu de se battre pour des places à l'Assemblée ou à la primature ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est de cela il s'agit, le 8 mars, c'est pour les droits des femmes. Les droits des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on se bat suffisamment pour qu'on ait des garderies dans les lieux de travail, pour qu'on ait des cuisines dans les lieux de travail, pour qu'on ait suffisamment comment dire, d'outils, de commodités pour faciliter la vie des femmes qui travaillent. C'est de cela il s'agit. Et il faut dire, c'est pas la majorité des femmes maliennes ne travaillent pas dans le bureau. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est la représentativité des femmes. Est-ce que les femmes qui représentent les femmes sont assez bien indiquées, légitimes pour représenter les femmes? Je ne soulève pas un problème, mais je pose une question. Et sur ce, on met fin à ce panel pour permettre au maître de cérémonie d'annoncer la suite du programme. Je vous remercie. Merci.